Bonjour, c'est Madame Belhoussine Kahina, chargée de cours d'introduction au droit à la faculté de sciences économiques, de gestion et de sciences commerciales à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Ce cours est destiné pour les premières années tronc commun SEGC, ça veut dire sciences économiques, de gestion et sciences commerciales. Donc pour ce chapitre, pour le cours d'aujourd'hui, on traitera le chapitre 4 qui est l'organisation de la justice en Algérie. Donc pour l'organisation de la justice en Algérie, donc la dualité a été consacrée par la Constitution de 1996, ça veut dire qu'on trouve deux ordres différents, deux organigrammes différents, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Donc pour l'ordre judiciaire ou les juridictions de droit commun, ou on les appelle aussi l'ordre judiciaire ordinaire, on trouve à la base le tribunal. Ça veut dire qu'il constitue la juridiction de base de droit commun et l'instance de premier degré, c'est-à-dire sa compétence, elle est déterminée, étalée déjà sur le droit commun. Donc il est divisé généralement en sections. Donc, il est l'instance de premier degré. Sa compétence, elle est déterminée par le code de procédure civile et administrative, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur. Donc, des fois, on trouve qu'il est divisé en sections, mais parfois aussi, on trouve des pôles spécialisés. Donc, pour les affaires, elles sont enrôlées devant les sections directement selon la nature du litige ou de l'affaire. Donc, par exemple, si c'est une affaire de divorce, donc l'affaire doit être enrôlée à la section des affaires familiales. Donc, cette dernière est chargée de traiter des affaires de divorce, de tutelle, de filiation, kafala, succession, etc. Donc, on trouve aussi la section sociale qui traite des affaires relatives aux travailleurs et leurs employeurs, et non pas les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires relèvent du tribunal administratif, ils dépendent du code de la fonction publique. Donc, c'est l'ordre administratif et non pas l'ordre judiciaire. Il y a aussi la section foncière qui tranche les litiges ayant rapport avec le foncier directement, tout ce qui concerne les bâtisses, les terres agricoles et tous les litiges qui sont autour. Donc, il y a la section des mineurs. Cette dernière est spécialisée dans les litiges où l'accusé, je dis bien l'accusé, est un mineur. C'est un enfant qui a moins de 18 ans. Donc, la section des référés. Le référé, c'est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir, dans un délai raccourci, une décision de justice immédiatement exécutoire. Il y a aussi ce qu'on appelle la section maritime, malgré qu'on ne la trouve pas partout dans tous les tribunaux, mais généralement, les tribunaux de la côte, on trouve une section maritime qui s'en charge des litiges concernant la marine marchande. Il y a aussi la section commerciale. Cette dernière, elle est là pour trancher les litiges commerciaux, de tout ce qui a rapport avec le commerce, donc les effets de commerce comme les traites, la lettre de change, le billet à ordre. Il y a aussi les sociétés commerciales, les fonds de commerce, les baux de commerce, etc. Donc, pour la section civile, généralement, la section civile, c'est elle qui est chargée des litiges entre particuliers. Donc, elle demeure compétente pour connaître tous les litiges à l'exception de ceux relatifs au contentieux social. Donc, les tribunaux, donc, même si il y a une section qui n'existe pas dans un tribunal bien particulier, des sections dont j'ai déjà énumérées, donc, la section civile reste la section qui est compétente pour voir un litige. Les sections, on trouvera aussi les sections des délits, qui est chargée des délits. Donc, il y a donc des affaires pénales qui sont qualifiées comme délits. Et la section des contraventions, qui est chargée aussi des infractions qui sont qualifiées de contraventions. Je précise que les sections, elles sont généralement présidées par un seul juge, qui est qui est spécialisé dans ce domaine-là de la section. Donc, pour le tribunal, donc, il statue toujours un juge unique en toute matière, sauf disposition contraire à la loi. Par exemple, la juridiction des mineurs ou la juridiction sociale. Dans ce cas-là, il y a toujours un juge plus deux assesseurs. Pour les pôles spécialisés, ces derniers, ils statuent en formation collégiale. Ça veut dire que 3 magistrats ou 3 juges. Pour la composition humaine d'un tribunal, on pourrait trouver d'abord en premier lieu un président du tribunal, un vice-président, des magistrats ou des juges, on les appelle magistrats ou juges, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges de mineurs, un procureur de la République, donc, et des procureurs de la République adjoints, plus le greffe.
Pour la Cour, qui est la deuxième juridiction dans l'ordre judiciaire ordinaire, la Cour est une juridiction par contre d'appel. Ça veut dire qu'elle n'est pas de premier ordre. Donc, elle est là pour statuer sur les appels des jugements rendus par les tribunaux de base. D'accord? Donc, ainsi que dans tous les cas, les autres cas qui sont prévus par la loi. Donc, elle comprend donc parallèlement aux tribunaux, on trouve la division qui est divisée en sections. Donc, parallèlement, on trouve au niveau de la Cour, c'est des chambres. Donc, la chambre civile, elle traite tous les appels des sections civiles des tribunaux qui sont de la compétence territorialement de la Cour. Donc, il y a la chambre pénale, la chambre des référés, la chambre des affaires familiales, la chambre des mineurs, la chambre sociale, foncière, maritime et commerciale. Pour la chambre d'accusation, c'est une chambre à part, c'est une juridiction d'instruction de second degré. Ça veut dire quand une affaire est qualifiée, donc une infraction est qualifiée d'un crime, donc là, il y a une deuxième instruction qui est obligatoire. Ça veut dire qu'il y a le juge d'instruction, une fois qu'il a clôturé son instruction, il a qualifié l'affaire qu'elle était un crime, donc le dossier impérativement doit être envoyé à la chambre d'accusation de la Cour pour une deuxième instruction. Toutefois, le président de la Cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de chambres, soit les subdiviser en sections, selon bien sûr le volume des activités judiciaires. Donc, par ailleurs, donc la Cour, on trouvera pour sa composition humaine un président de Cour, un ou plusieurs vice-présidents, des présidents de chambre, des conseillers, et bien sûr le parquet général qui est représenté par le procureur général et les procureurs généraux adjoints, plus le greffe. La Cour statue avec une composante collégiale, contrairement aux tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. Pour les juridictions pénales spécialisées, on trouve dans chaque cour un tribunal, ce qu'on appelle un tribunal criminel. Donc, il existe au niveau de chaque cour un tribunal criminel de première instance, c'est-à-dire c'est lui qui, une fois que la chambre d'accusation a terminé son instruction, systématiquement, le dossier est renvoyé au tribunal criminel. Le tribunal criminel de première instance, il y a aussi un tribunal criminel d'appel. Donc, une fois que l'affaire est terminée devant le tribunal criminel de première instance, on pourrait toujours faire appel devant le tribunal criminel d'appel compétent pour connaître des faits bien sûr qualifiés comme crimes. Donc, les faits qualifiés de crimes ainsi que les délits et contraventions qui leur sont connexes. Ça veut dire qu'ils sont liés à la même affaire, au même dossier, pour ne pas diviser les dossiers donc, et les mêmes affaires. Donc, les crimes, les délits et les contraventions, pour ne pas les renvoyer à la section des délits, à la section des contraventions au niveau du tribunal. Donc, on les regroupe et ils passeront devant le tribunal criminel avec les crimes qui leur sont connexes. La composition et le fonctionnement, généralement, du tribunal criminel, elle est fixée par la loi, bien sûr. Pour le tribunal militaire, c'est une juridiction, bien sûr, d'exception. Ça veut dire qu'elle est chargée de juger les infractions propres aux armées. Donc, ça veut dire les personnes qui ont la qualité de militaire. Donc, les décisions, bien sûr, du tribunal militaire, elles relèvent du contrôle de la Cour suprême. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont, bien sûr, contrairement au code de procédure pénale. Donc, les règles concernant les juridictions militaires, elles sont fixées par le code de la justice militaire. Pour la Cour suprême, elle est bien sûr au sommet de l'organigramme des juridictions ordinaires. Ça veut dire que la Cour suprême, c'est une juridiction, elle demeure une juridiction de droit. Elle peut être un tribunal de fond dans le cas prévu par la loi. C'est-à-dire qu'elle est là comme juridiction de droit, ça veut dire qu'elle est là pour statuer pour les cassations. Elle contrôle les ordonnances et les jugements et décisions de justice qui ont été rendus par les juridictions inférieures et voir si elles ont été vraiment conformes à la loi. Donc, elle contrôle, si vous voulez, la qualité ou bien la bonne application de la loi.
Donc le respect et des formes des règles de procédure. Pour sa composition humaine, on trouvera les magistrats du siège, parce qu'il y a les magistrats du siège, donc les juges assis, comme on les appelle les juges assis, et les magistrats du parquet général. Pour les magistrats du siège, on trouve le premier président de la Cour suprême, le vice-président, les présidents de chambre, les présidents de section, plus les conseillers. Les magistrats de la Cour suprême, on les appelle des conseillers. Pour les magistrats du parquet général, donc là, on trouve le procureur général près de la Cour suprême et le procureur général adjoint, plus les avocats généraux, plus le greffe. Pour les chambres, parallèlement aux chambres qui existent au niveau de chaque cour, au niveau de la Cour suprême, donc on trouve la chambre civile, la chambre foncière, celle des affaires familiales et des successions, la chambre des délits et contraventions, la chambre commerciale et maritime, la chambre sociale et bien sûr la chambre criminelle. Donc ces chambres-là peuvent être divisées en sections selon le volume des affaires judiciaires. Pour la Cour suprême, généralement, elle statue avec une composante collégiale de 3 magistrats au moins, donc au minimum 3 magistrats. Pour la chambre mixte, donc il peut des fois en recours à la chambre mixte, on peut avoir recours à la chambre mixte pour, ça veut dire que c'est une chambre qui doit être composée au minimum par en moins de 2 chambres, d'accord? Donc elle délibère généralement avec 15 magistrats au moins et traite les affaires susceptibles de poser des solutions contradictoires devant 2 chambres ou plus. Ça veut dire quand il y a une affaire, il peut y avoir une contradiction entre 2 chambres, donc là c'est la chambre mixte qui traitera ce dossier-là et les affaires sont renvoyées sur ordre bien sûr du premier président de la Cour suprême et les chambres concernées, elles seront destinées, désignées bien sûr par le président de la Cour suprême. En cas de désaccord, donc le président de la chambre mixte avise le premier président de la Cour suprême pour renvoyer l'affaire devant la chambre réunie. Donc la chambre réunie ici, elle se tient sur ordre du premier président ou présidée par le premier président bien sûr de la Cour suprême. Elle est composée donc de tous les conseils, de tous les chefs de section et les responsables des chambres. Donc aussi le vice-président et les doyens des conseillers de chaque chambre et plus un conseiller rapporteur. Elle ne peut statuer qu'en présence minimum de la moitié de ses membres au moins et prend en décision la majorité des voix, et la voix du président dans ce cas-là, s'il y a égalité, elle est prépondérante. La chambre réunie statue sur les affaires dont les décisions est susceptible de changer la jurisprudence. Pour, à côté, en parallèle de l'ordre judiciaire ordinaire, on trouve l'ordre administratif. L'ordre administratif, ça veut dire que c'est les tribunaux, ils traitent des affaires administratives, c'est-à-dire il est composé principalement de tribunaux administratifs et du Conseil d'État. Donc à la base, on trouve le tribunal administratif, et il est là, et la juridiction de tutelle générale concernant le contentieux administratif. Ça veut dire que l'administration fait partie du litige. Donc quand l'administration fait partie du litige, on ne peut pas se déplacer devant le tribunal des juridictions ordinaires, mais devant un tribunal administratif. Donc c'est le tribunal administratif qui traite le contentieux administratif. Il statue en première instance d'un jugement bien sûr qui est toujours susceptible d'appel devant le Conseil d'État. Ça veut dire toutes les affaires toutes les affaires qui passent devant le tribunal administratif, systématiquement on pourrait faire appel devant le Conseil d'État dans toutes les matières où bien sûr l'État, la wilaya, la commune ou l'une des instances publiques à caractère administratif font partie. Donc il est constitué de magistrats, minimum 3, dont un président et 2 assesseurs au rang de conseillers. Pour le commissaire d'État, donc parallèlement à l'ordre judiciaire où on trouve le parquet général, c'est le procureur général. Au niveau du tribunal administratif, on n'appelle plus le procureur général, mais on l'appelle le commissaire d'État. Il dirige le ministère public assisté de 2 commissaires d'État adjoints. Donc chaque tribunal administratif, on le trouve sa composition de 3 chambres minimum. Chaque chambre peut être divisée en sections selon le volume administratif. Chaque tribunal administratif est doté bien sûr d'un greffe tenu par le greffier en chef, assisté des greffiers. Donc c'est eux qui gèrent l'administration, si vous voulez, l'administration du tribunal administratif. Ils gèrent les dossiers et les traitent.
pour le tribunal administratif, généralement, il statue à la base les recours en annulation. Donc, il y a les recours en annulation, il y a les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes administratifs, donc des décisions administratives qui sont prises par les collectivités locales. Donc, quand je dis collectivité locale, donc je parle de la wilaya de la commune et aussi des établissements publics. Par exemple, à l'échelle du wilaya, on trouve par exemple les services déconcentrés de l'État. Ça veut dire l'exécutif, les membres, les directions de l'exécutif au sein de la wilaya. Par exemple, la direction des impôts, l'éducation, la santé publique, la DSA, donc la direction des services agricoles, la direction des ressources en eau. Toutes ces directions-là, s'il y a une décision pour un particulier et il veut son annulation, son interprétation ou apprécier sa légalité, là, on doit y aller devant le tribunal administratif qui jugera des faits. Pour la commune aussi, les décisions aussi de la commune et des services communaux. Il y a aussi les établissements publics locaux à caractère administratif, par exemple l'hôpital, l'université. Donc si c'est par exemple un étudiant veut une décision par exemple d'exclusion ou de son établissement, pourrait toujours avoir affaire, il peut toujours déposer son dossier si les recours administratifs n'ont pas donné de fruits, il peut toujours aller devant la justice, devant le tribunal administratif et attaquer en justice le recteur de l'université pour le rétablir dans ses droits. Pour le recours de pleine juridiction, là, c'est autre chose. Le recours de pleine juridiction, ça veut dire que les demandes de réparation, d'indemnisation, de dédommagement, là, on ne voit pas la qualité, donc toute administration confondue, qu'elle soit centrale ou locale, le recours de pleine juridiction se fait devant le tribunal administratif. D'accord? Et pour les affaires, bien sûr, qui sont conférées par les textes particuliers. Par contre, tout ce qui est le contentieux relatif à la voirie, il est généralement c'est de l'ordre des tribunaux judiciaires. Ça veut dire que même si le véhicule, donc tout ce qui a rapport, qui a rapport avec les véhicules, donc même s'ils appartiennent à l'État, ils appartiennent à une localité, à une administration locale. Donc tout le contentieux qui est en relation avec pour détenir les responsabilités, les dédommagements et tout ça c'est d'ordre du tribunal ordinaire et non pas donc juridiction ordinaire et non pas de juridiction d'ordre administratif. Pour le Conseil d'État est une institution de création nouvelle, bien sûr, parce qu'auparavant, avant 98, c'était la Cour suprême qui se chargeait de ce rôle-là. Donc, le Conseil d'État, il se trouve bien sûr au sommet de l'ordre judiciaire administratif. Il jouit de prérogatives, il jouit de deux casquettes, ça veut dire qu'il a des prérogatives judiciaires et des prérogatives consultatives. Donc, prérogatives judiciaires administratives relevant de l'autorité judiciaire, il garantit l'unification de la jurisprudence administrative et veille au respect de la loi. Comme il jouit aussi des compétences à caractère consultatif en donnant son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis et propose des modifications qu'il voit nécessaires. Donc ça veut dire que une loi, avant qu'elle ne soit votée, elle doit être soumise au Conseil d'État pour avis. Pour ses prérogatives judiciaires, donc il statue en premier lieu et dernier lieu sur les recours en annulation, les recours en annulation, les recours en interprétation, les recours en appréciation de la légalité contre les décisions administratives rendues par les autorités administratives centrales. Je dis bien centrales. Ça veut dire que si c'est le wali ou si c'est les autorités locales, donc le wali ou le PAPC, le président de l'Assemblée populaire communale, on doit se déplacer devant le tribunal administratif. Mais quand il s'agit d'une direction centrale au niveau du ministère, le ministre, une décision du ministre, une décision d'un directeur central, là, on doit y aller devant le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, c'est lui qui est compétent pour statuer des recours en annulation, des recours, bien sûr, en interprétation et des recours aussi en appréciation des décisions administratives centrales. Et aussi les instances publiques nationales et les organisations professionnelles nationales, par exemple le bâtonnat ou bien l'ordre des notaires. Donc, ces décisions-là, pour annulation, pour recours d'interprétation ou appréciation, on doit se déplacer devant le Conseil d'État et non pas devant le tribunal administratif.
Il y a aussi, des fois, il statue aussi sur des affaires qui sont confiées qui lui sont confiées par des lois spéciales, d'accord? Donc, il est compétent aussi pour statuer. On avait dit que il était de premier ordre, les recours en annulation des décisions des administrations centrales. Il joue aussi le rôle de la cour d'appel, d'accord? Donc, il statue en appel contre tous les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs de première base, d'accord? Donc, les affaires qui lui sont conférées, bien sûr, en application des textes particuliers. Il est aussi compétent, donc, de statuer sur les pourvois en cassation, donc, qui sont rendus par les juridictions administratives, qui sont en dernier ressort, qui sont des décisions définitives. Et là, c'est un appel en cassation et aussi donc les appels en cassation des juridictions inférieures et aussi des arrêts de la Cour des comptes. Pour sa composante humaine, on trouve le président du Conseil d'État, un vice-président, des présidents des chambres, des présidents de section, des conseillers, donc les magistrats on les appelle des conseillers d'État. Le commissaire d'État, c'est le représentant du parquet, si vous voulez, donc le procureur général. Donc quand il s'agit de l'ordre administratif, on l'appelle le commissaire d'État et non pas le procureur général, avec des commissaires d'État adjoints. Donc les conseils d'État, il tient ses audiences sous forme de chambre ou de section. Il statue sur toutes les affaires avec une composition collégiale de 3 membres minimum. Par contre, il se réunit en chambre réunie dans les cas où la décision prise peut représenter un changement dans la jurisprudence. Donc, une création d'une nouvelle décision, d'une nouvelle jurisprudence. Là, il se réunit en chambre réunie et dans ce cas-là, il sera formé. La chambre réunie est formée par le président du Conseil d'État, son vice-président et les présidents des chambres et les doyens des présidents de section. Pour le commissaire d'État, il assiste aux audiences de constitution du Conseil d'État comme chambre réunie et présente ses mémoires, bien sûr ses plaidoiries. La présence de la moitié des membres est obligatoire pour statuer. Pour les juridictions, donc parallèlement, donc on avait dit qu'il y avait 2 organigrammes, l'organigramme l'organigramme de juridiction ordinaire et l'organigramme des juridictions administratives. Il existe ce qu'on appelle la juridiction qui est hors des 2 organigrammes, qui s'appelle le tribunal des conflits. Donc le tribunal des conflits, c'est un tribunal qui n'appartient ni à la juridiction administrative ni à la juridiction ordinaire. Donc il est là, il est situé pour le moment, son siège il est au niveau de la Cour suprême, mais il ne dépend pas de la Cour suprême, il y a juste son siège qui est au niveau de la Cour suprême. Donc il est formé de 7 magistrats minimum. Il est formé de 7 magistrats, dont y compris le président. Le président du tribunal des conflits est nommé pour une durée de 3 ans, alternativement parmi les magistrats de la Cour suprême ou du Conseil d'État, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que le président de la République, c'est lui qui désigne le président du tribunal des conflits. Il le désigne pour une durée de 3 années. Donc 3 ans, on choisit parmi les magistrats de l'organigramme des juridictions administratives, et 3 années, il choisit de l'organigramme des juridictions judiciaires. Donc les magistrats du tribunal des conflits, ils sont tous nommés par le président, c'est le cas aussi pour tous les magistrats, ils sont tous nommés par décret présidentiel. Donc les magistrats, une fois qu'ils sont nommés par le président de la République, bien sûr sur proposition du ministre de la Justice et après avis conforme, toujours le Conseil supérieur de la magistrature, parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui gère la carrière du magistrat. Donc, 2 moitiés parmi les magistrats de la Cour suprême, donc on trouvera 3 magistrats de la Cour suprême et 3 magistrats du Conseil d'État. Après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, il désigne aussi sous les mêmes conditions les magistrats qui s'occupent du parquet, c'est-à-dire le procureur général qui est appelé commissaire d'État dans ce cas-là. Donc la qualité de commissaire d'État, il est aussi désigné pour une durée de 3 ans avec son commissaire d'État adjoint, avec son adjoint. Ils sont désignés pour 3 ans parmi les magistrats qui appartiennent à la Cour suprême et les 3 autres années, il va être désigné parmi les magistrats du Conseil d'État. Donc 3 ans, ils sont
ils sont pendant une durée de 3 ans de la Cour suprême ou 3 ans du Conseil d'État. Pour le tribunal des conflits, il a une mission, sa compétence, elle a une mission bien précise. Il ne statue pas sur les affaires, sur le fond des affaires qui lui sont fournies. Il est là pour désigner la juridiction qui est compétente pour voir un conflit. C'est-à-dire qu'il est là, il gère les conflits de compétences entre deux juridictions. L'une d'elles doit appartenir à l'ordre judiciaire ordinaire et l'autre de l'ordre judiciaire administratif. Ça veut dire que si le conflit entre deux juridictions qui appartiennent au même ordre, qu'elles soient judiciaires ou administratifs, là, ce n'est pas de la compétence du tribunal de conflit. Parce que si le conflit est entre deux juridictions sous l'ordre administratif, là, c'est le Conseil d'État qui en est chargé de trancher la compétence. Si aussi il y a un conflit de compétences entre deux juridictions d'ordre judiciaire, là, c'est la Cour suprême qui en est chargée. Par contre, quand c'est une juridiction qui appartient à l'ordre administratif et une deuxième appartient à l'ordre judiciaire, là, c'est le tribunal des conflits qui est chargé de désigner quelle est la cour ou la juridiction qui est compétente, le tribunal qui est compétent pour décider dans une affaire bien précise. Donc, le tribunal de conflit, il ne peut pas intervenir dans les conflits de compétences entre les juridictions qui relèvent du même ordre judiciaire. Il délibère valablement avec une présence minimum de 5 membres, bien sûr, avec précision. Deux de ces membres doivent relever de la Cour suprême et 2 autres relever du Conseil d'État. Une fois on a terminé avec l'organisation de la justice pour l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, on a parlé aussi du tribunal de conflit qui n'appartient ni à l'ordre judiciaire ni à l'ordre administratif. Il y a ce qu'on appelle des auxiliaires de justice. Ces auxiliaires de justice, c'est des personnes qui travaillent directement, qui sont en contact directement avec la Cour. Donc il y a plusieurs auxiliaires, j'en ai choisi 2 ou 3 seulement pour ne pas s'étaler. Donc j'ai pris l'avocat. Donc la profession d'avocat est une profession libérale, indépendante. Il œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits, bien sûr, de la défense, donc de son client. Donc l'avocat, il est là, il offre ses conseils, sa consultation juridique, où il défend, bien sûr, toujours les intérêts de son client devant la justice. Donc quand il est au civil, quand c'est une affaire qui est au civil, on appelle qu'il est représentant du justiciable. Quand c'est une affaire pénale, on l'appelle un défendeur. Donc il défend l'accusé afin de lui garantir ses droits et de lui garantir un procès équitable. À côté de l'avocat, un autre auxiliaire de justice, on trouve le notaire. Le notaire, c'est un officier public. Il est mandaté bien sûr par l'autorité publique. Il est chargé d'instrumenter les actes dont la loi exige une forme authentique. D'accord? Donc, quand la loi exige une forme authentique pour un quelconque acte ou contrat, donc on est dans l'obligation de se présenter devant un officier public pour lui donner ce caractère-là. Donc, il assure donc aussi la conservation des actes. Donc, une fois qu'il a mis en place, il a établi un acte ou un contrat entre particuliers. Donc là, il est dans l'obligation de conserver ces actes-là et il les dépose chez lui. Bien sûr, aussi, c'est lui qui assure la procédure d'authenticité. Donc la procédure, donc tout ce qui concerne l'enregistrement au niveau des impôts, la publicité foncière au niveau de la conservation foncière, et bien sûr en respectant les délais prescrits par la loi. Donc là, c'est le travail du notaire. Il assure aussi la gestion et la conservation de l'archive notariale, conformément aux conditions, bien sûr, et les conditions réglementaires qui sont fixées par la loi. Il délivre aussi, sous les conditions prévues par la loi, tout ce qui est grosse expédition, brevet des actes ou extrait d'acte, un brevet d'acte ou un extrait d'acte. Donc, une fois qu'un contrat a été établi devant le notaire, donc celui-ci doit donner aux intéressés, il va délivrer aux intéressés une copie ou une expédition. On appellerait beaucoup plus une expédition. Donc, pour
le notaire aussi instruit également des parties de leur obligation. Donc, quand un contrat est établi devant un notaire, le notaire, il est là, doit citer pour chaque partie ses obligations et bien sûr ses droits respectifs. D'accord? Donc, il leur explique tous les effets des engagements auxquels ils sont soumis chacun. Pour la troisième personne que j'ai choisie comme auxiliaire de justice, il y a le huissier de justice. L'huissier de justice, c'est un officier public. Il est chargé de la gestion d'un bureau, bien sûr, à son propre compte, d'accord, et sous sa responsabilité. Donc là, il est soumis, les huissiers de justice, ils sont soumis au contrôle, bien sûr, du procureur de la République territorialement compétent. Donc, ces prérogatives sont, on peut les regrouper sur 3 axes. Le premier, c'est la signification des actes et notifications. Ça veut dire il notifie les actes, il notifie les actes de justice et les actes qui sont qui sont exigés par la loi et les règlements. Il fait aussi la notification. Ça veut dire qu'il est là pour notifier aux personnes, d'accord. Donc, il y a aussi, il est là pour l'exécution des ordonnances de justice. Donc, les ordonnances de justice et les décisions de justice. Mais là, les décisions de justice qui sont de l'ordre de la compétence de l'huissier de justice pour son exécution, en matière, bien sûr, en matière civile et non pas en matière pénale. Parce qu'en matière pénale, ce n'est pas le rôle de l'huissier de justice. Donc, et il est là, il procède donc à toutes les exécutions. Et si l'on a besoin s'il peut avoir besoin de la force publique, s'il a besoin de la force publique, il pourra avoir recours au procureur de la République territorialement compétent qui lui accordera les éléments de la force publique pour exécuter la décision qui lui a été rendue, par les particuliers. Il procède aussi à tout type de constatation. Donc, les PV de constat, qu'ils soient naturels ou adressés, il peut aussi adresser des avertissements à la requête, bien sûr, sur demande des parties. Et merci.